Bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, les contre-révolutions. Pourquoi les contre-révolutions? Alors, à un moment, Cuba devient communiste. Donc, on va étudier en Amérique latine quelle est la politique des États-Unis pour lutter contre le péril rouge. Alors, c'est parti. Alors, les politiques selon les présidents. Alors, on a Kennedy 61-63, coopération économique, alliance pour le progrès, promotion du développement économique, pragmatisme, lutte contre la guérilla, hausse des budgets militaires. Lindsey Johnson 63-68, il met en doute la finalité démocratique de cette aide. Au fond, vaut mieux soutenir une dictature que les rouges. Voilà, on soutient les dictatures, c'est mieux que d'avoir des rouges. Nixon et Kissinger sont secrétaires d'État, 69-74. Alors, Castro s'est rendu aux États-Unis pour rencontrer Nixon. Il y a une animosité Nixon-Castro et Kissinger mène la politique extérieure pragmatique, les intérêts des États-Unis avant tout. Un hard power dans la gestion, il s'intéresse peu à l'Amérique latine et au tiers-monde. On s'en bat les steaks, c'est America First. Jimmy Carter, 76-88, c'est un démocrate. Politique étrangère, plus centrée sur la promotion des droits de l'homme. Contexte de détente, il fait sa petite tournée en Amérique latine, celle qui rappelle Hoover, non-intervention, c'est là où on décide de rendre le canal de Panama à Panama. Enfin voilà, c'est une politique attentiste, et les sandinistes en sortent vainqueurs. Après, on a la politique de Reagan et de Bush, des 81 à 93 donc. Les républicains remettent en cause la politique de Carter, il y a un regain des tensions, et on va relancer la guerre des étoiles en URSS, on va intervenir en Iran, on va intervenir au Nicaragua pour mettre fin aux sandinistes. Alors, on va parler sous, on va parler moula, il y a une aide économique au développement avec la création du CEPAL, Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes en 1948, dans la lignée de l'Organisation des États américains, qui veille à ouvrir les marchés centra-américains à l'économie mondiale. Après la victoire de Castro, les États-Unis prennent une initiative d'aide au développement. En 1959, il est créé la BID, la Banque interaméricaine de développement, qui permet des investissements privés et publics. On part avec 1 milliard de dollars quand même, pour l'alliance du programme 61. Par exemple, l'Uruguay va en toucher. Idée que le développement va aider à augmenter la situation économique des masses, alors elles ne seront plus attirées par les bolcheviks. On te donne du fric, si tu as du fric, tu ne seras pas communiste. Le communisme, c'est un truc de pauvre. Voilà à peu près l'idée. L'objectif, c'est quand même de donner 20 milliards sur 10 ans. Cette charte associe à une déclaration des peuples d'Amérique latine, avec l'ambition de faire des réformes agraires, la hausse du revenu moyen, la suppression de l'analphabétisme. Cette politique d'aide économique est un échec, parce qu'il y a une résistance des oligarchies locales. Et du côté des États-Unis, la réforme agraire, ça sent le communisme, on va pas se le cacher. Faire une réforme économique, c'est vraiment un truc de communiste, de bolchevique, quoi. Donc voilà. Et il y a une montée des dictatures, des coups d'État, qui semblent plus capables d'enrayer le communisme. L'Alliance pour le progrès a tout de même permis la construction d'infrastructures. L'intégration militaire, avec deux axes, l'intégration militaire, donc une nouveauté après 1945, et l'interventionnisme direct, qui s'inscrit dans une politique d'alliance et de pacte militaire. Une coopération ancrée entre les États-Unis et les armées en Amérique latine, avec un commandement militaire aux États-Unis, en Amérique latine. Au Panama, par exemple. Il y a un commandement armé à Panama pour surveiller le canal. Il y a aussi l'école militaire des Amériques, 1946-1984, à Fort Gulick à Panama, qui va superviser toute l'assistance américaine sur le continent et former les élites des armées. Plus de 30 000 militaires sont passés dans cette école, formés aux pratiques et aux valeurs des États-Unis. Alors, formés contre la guérilla, contre les ennemis intérieurs. Il y a des formations aussi dispensées par les élites françaises, par exemple des petites techniques de torture qu'on a fait en Algérie. On leur a transmis. Honnêtement, torturer un Algérien avec certaines techniques, tu transmets ça à des mecs pour qu'ils aillent torturer du communiste. Voilà. Je sais, c'est très cruel, c'est vraiment de l'ironie ce que je dis. Mais c'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est vraiment la French touch au niveau de la torture a été très appréciée en Amérique. Il y a la doctrine de la sécurité nationale, issue de ces écoles. Pour protéger la sécurité de la nation, il faut lutter contre les tentatives de subversion communiste. Il y a aussi une aide militaire. Sous Eisenhower, 400 millions de dollars pour l'armée américaine, 77 millions par an, sous Kennedy.
Et donc voilà, il y a même une création d'un organisme de défense pour l'Amérique centrale en 1963, le CONDECA, le Conseil de défense centra-américain, avec le Guatemala, l'Honduras et Salvador. Donc, des interventions militaires directes, 65 en République dominicaine sous Johnson, la dynastie dictatoriale des Trujillo, des frères qui tyrannisent le pays depuis les années 30. Donc voilà, il va y avoir une petite révolution pour instaurer un régime démocratique, mais les militaires conservateurs vont être renversés par la révolution. Ils font appel aux États-Unis qui interviennent. 20 000 Marines débarquent en 65. Le but est de mettre un régime favorable pour eux. Grenade, 1983, cette petite île britannique jusqu'en 74. En 79, il y a un mouvement révolutionnaire qui inquiète les États-Unis parce que le mec qui gère le pays, qui est au pouvoir, c'est Bishop, et il signe accord avec le RSS. 83, des troupes dans l'île, intervention militaire des États-Unis. 89, Panama, intervention pour renverser Noriega, un personnage trouble impliqué dans les trafics de drogue. Il a travaillé pour les Rouges, il a travaillé pour les États-Unis, bon bref, c'est un bazar. C'est l'opération Juste Cause en décembre 89. On envoie un corps expéditionnaire. Tout le monde se satisfait de cette intervention. C'est un moment de détente avec la chute du mur de Berlin et la fin de l'URSS qui est proche. Chaque intervention est vue du côté exceptionnel et pas normal. Ça suscite à chaque fois des réactions au niveau de l'ONU, au niveau de l'Organisation des États américains. Ça pose énormément de questions sur qu'est-ce que peuvent faire les États-Unis et quel est le pouvoir des gens pour s'opposer face aux États-Unis. Les coups d'État et le soutien aux dictatures anti-marxistes. Alors on a des petits coups d'État préventifs, avant qu'il y ait la moindre menace de gauche, on fait un petit coup d'État, on instaure une petite dictature, comme au Brésil, en Équateur, Bolivie, Honduras. Les États-Unis réagissent de manière différente selon le pays. On a les coups d'État terroristes, on renverse des gouvernements de gauche dans les années 70. L'Uruguay est l'exemple le plus connu qu'est le Chili, avec Allende, Pinochet et tout le bazar. Au Guatemala, c'est une situation un petit peu particulière, parce qu'il y a quand même des successions de dictatures depuis 54, une guerre civile entre 61 et 96, 200 000 morts. Au début des années 60-70, il y a une guérilla marxiste classique menée par des paysans, et qui s'oppose avec force à l'ordre de l'État. 4 groupes révolutionnaires qui se créent se rassemblent dans la URNG créée en 82. Et la guerre civile touche ensuite toute la population indienne et rurale. Il y a au moins 1 million de déplacés en 76. Pour rajouter à la difficulté, le Guatemala est touché par un tremblement de terre. En conclusion, durant toute la période, la politique de défense de la démocratie de Kennedy puis celle de la promotion des droits de l'homme de Carter sont des parenthèses. L'Amérique latine n'est pas passée sous le giron soviétique, elle reste sous la main des États-Unis. L'URSS est très peu engagée dans l'Amérique latine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!